une nouvelle vidéo qui va parler en fait d'électrisation, le phénomène d'électrisation. Pourquoi je vais parler d'électrisation? Pour plusieurs raisons, dont une qui est principale. En fait, on a vu donc les liaisons, enfin le schéma de Lewis en chimie avec les liaisons chimiques concernant les molécules. Donc, ce sont les liaisons interatomiques. Et on avait vu précédemment donc la liaison covalente pure. La liaison covalente pure. Et pour expliquer maintenant la liaison covalente pure, c'est quand bon, on avait un centre de symétrie des charges et donc fatalement dire on va dire le centre de gravité des charges était je veux dire au milieu et il n'y avait pas de force plus importante d'un atome par rapport à l'autre. Donc on appelait ça covalence pure. Pourquoi? Parce que généralement c'était des molécules généralement hein, biatomiques comme O2, H2, N2, etc. etc. Bon, généralement on retrouvait des corps purs simples, avec des atomes, je veux dire, identiques. Et là, on avait des covalentes pures, des covalences pures, des liaisons covalentes pures ou des covalences pures. Bon, mais à côté de ça, je dois avoir une covalence qui n'est pas pure, c'est-à-dire qui va engendrer, je veux dire, un barissant des charges qui n'est pas, je veux dire, au milieu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, on aura une liaison covalente non polarisée ou non polaire. Non, ici, je m'excuse, ici on a la covalence pure qui est non polarisée. La covalence pure est non polarisée ou apolaire. Donc la covalence pure est apolaire, non polarisée ou non polaire. Alors que la covalence, on va dire normale, qui n'est pas pure, là, on aura une covalence polaire ou une covalence dite polarisée. Pourquoi? Parce qu'on aura des charges électriques, il y aura une prédominance de charges électriques, donc une attraction d'un côté plus forte que d'un autre côté. Alors que là, l'attraction, on va dire, elle est, je veux dire, l'attraction est la même au niveau des atomes. Donc on n'a pas d'attraction plus forte d'un atome par rapport à l'autre, pour la covalence pure. Alors que la covalence normale, là, on aura des attractions d'un atome qui seront plus fortes par rapport à l'autre. Et voilà. Et donc, qui dit attraction électrique plus forte dira force électrique plus forte d'un côté par rapport à l'autre. Et là, j'en parlerai dans la covalence normale ou polarisée. Bon, mais avant de parler de force d'attraction, c'est-à-dire par la force d'attraction de Coulomb, que je verrai après l'électrisation, je vais d'abord voir l'électrisation, ensuite la force de Coulomb, et ensuite bon, la covalence polarisée. Donc on va aller dans ce cheminement, mais il faut bien comprendre ce que c'est que donc là, comment est-ce qu'on appelle ça, l'électrisation. Voilà. Donc il existe plusieurs types d'électrisation. On a l'électrisation par frottement, l'électrisation par contact, l'électrisation par influence et divers types d'électrisation par spécifique. Bon, on va d'abord voir celle par frottement. On va voir l'électrisation par frottement, qu'on appelle aussi la triboélectricité. Bon, tribo qui vient du grec tribein.
électribène qui veut dire frottement. Électricité vient d'électron, qui veut dire ambre, qui est comment on appelle ça, un matériau qui peut être, je veux dire, électrisé. Voilà. Donc, on va expliquer donc qu'est-ce que c'est que ce phénomène d'électrisation par frottement, hein, l'électrisation par contact, l'électrisation par influence. Alors, il faut savoir que lors du frottement, le contact entre les corps, donc quand il y a un frottement, il y a un contact entre les corps. Frotter, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une action mécanique, hein, de mettre en contact deux surfaces et de les glisser entre elles. De les glisser entre elles. Voilà, donc ça c'est un frottement. Alors quand le contact est assez suffisant dans le frottement, alors à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un transfert d'électrons d'un corps à l'autre. Bon, voilà. Alors, l'existence de charges électriques, bien sûr, au départ, on ne savait pas que les charges électriques existaient. Hein. On ne savait pas qu'il y avait des charges électriques de différentes natures. Mais via des expériences, on a pu démontrer qu'il existait deux types d'électricité. Voilà, deux types d'électricité. Alors, comment, dans un premier temps, avant de voir quels étaient ces deux types d'électricité, il a fallu d'abord savoir comment faire apparaître ces types d'électricité. Voilà. Bon, ça date de quand? Mais ça date déjà d'il y a très longtemps. Bon, déjà dans l'Antiquité, hein, dans l'Antiquité, on a déjà constaté que certains corps attiraient des objets légers lorsqu'ils avaient été préalablement frottés. Bon, déjà dans l'Antiquité, on avait remarqué ça. Hein. Donc ça date déjà de très longtemps dans l'Antiquité. Et je peux même dire que ce type de phénomène a même été rapporté par un certain monsieur très connu qui est monsieur Thalès de Milet aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ étant l'année 0, eh bien 600 ans avant, on a remarqué donc ces effets d'électrisation, voilà, qui ont été observés déjà à cette époque-là. Bon, alors Thalès de Milet, lui, il avait observé l'attraction, de brindilles de paille par de l'ambre jaune frotté. Donc des brindilles de paille avec de l'ambre jaune. D'où le mot électricité, qui vient de électron, et électron qui veut dire ambre. À la base, elle vient de ambre, du mot ambre. Voilà, donc lui, ce qu'il a fait, c'est, ce qu'il a constaté, c'est bon, qu'il y avait des brindilles de paille qui étaient attirées par de l'ambre jaune, mais préalablement, bien sûr, frottées, donc par un mouvement de frottement. Voilà. Donc, ceci c'est du grec. Hein. Électron vient du grec ambre. Alors, l'étude des phénomènes, on va dire, d'électrisation, donc remonte il y a très longtemps. Elle a continué jusqu'à maintenant. Elle a élaboré des théories unifiées, notamment au niveau du 19e siècle, notamment celle des théories d'électromagnétisme. Voilà, donc des phénomènes liés à l'électricité et au magnétisme pour faire ces théories-là qu'on appelait l'électromagnétisme. Et c'est à cette époque-là que le mot statique est apparu pour désigner les phénomènes faisant l'objet
de circulation de charge électrique. Alors, toute personne qui est, qui est en contact avec l'électricité, justement, doit faire attention de ne pas être électrisé de manière, je veux dire, à le blesser ou le tuer. Si la personne est tuée, on parle d'électrocution. Donc il y a les phénomènes de charge, de très petites charges, comme il y a les phénomènes de grandes charges et des phénomènes de très grandes charges. Encore, il y a peu, il y a juste hier, un abbé qui était, je veux dire, qui était se promener, hein, bon, sa voiture est tombée en panne. Je sais pas c'est dans quelle région, je me rappelle plus. Euh, L'abbé donc est tombé en panne en voiture et il a voulu décider de retourner chez lui à pied. Il est passé par une clôture électrique et en fait il s'est fait électrocuté par la clôture au point, il s'est fait électriser au point qu'il en est mort. Donc il a été électrocuté. Donc il est resté coincé sur des fils, je veux dire, enfin sur des câbles, enfin sur des clôtures électriques. Et donc il n'est jamais arrivé chez lui. Donc le monsieur, on l'a retrouvé, je veux dire, mort. Voilà. Donc ici, il faut savoir que tout le monde a déjà eu une petite expérience désagréable des charges électriques, notamment quand on va dans les campagnes, on peut avoir des fils électriques, hein, je veux dire, qui en fait sont des clôtures qui renferment au travers des champs, enfin dans les champs, qui renferment, je veux dire, des animaux de ferme. Et donc pour éviter que les personnes ne passent au travers de ces clôtures et qui s'insèrent dans les champs qui peuvent être dangereux pour tout être humain, hein, en présence par exemple d'animaux dangereux comme tels qu'un taureau, bien, on met de décharges électriques, je veux dire, dans les clôtures, de façon à éviter que les personnes viennent, je veux dire, passer les clôtures électriques. Bon, ça les recule, tout au moins ça les recule. Donc, le phénomène d'électrisation peut être un phénomène, je veux dire, à petite proportion, comme elle peut être un phénomène à grande proportion. Donc, à très grande proportion, elle peut tuer ce phénomène d'électrisation. Mais les premières études des phénomènes électrostatiques, c'est-à-dire de contact avec des corps étrangers électrisés, ben, ces manifestations-là, on les retrouve depuis très très longtemps. Je veux dire, depuis l'Antiquité. Et je veux dire, bien sûr, là, c'était des petites charges, des petites charges. Et quand on parlait de phénomènes, je veux dire, des conséquences des phénomènes dus à des attractions ou des répulsions, hein, c'était en fonction de, enfin, c'était en présence de corps légers. Par exemple, si vous prenez une règle, hein, une latte en plexiglas ou en plastique, vous le frottez sur vos cheveux, eh bien, vous pouvez soulever un bout de papier, par exemple. Donc le bout de papier est un corps très léger, donc on peut voir les manifestations d'une latte électrisée par frottement sur un bout de papier qui est léger. Bien sûr, vous n'arriverez pas à, à soulever, je veux dire, des corps ou on va dire des corps ou comment ça s'appelle ça, des, on va dire des corps lourds. Des corps lourds, vous n'arriverez pas. Parce que on parle de phénomènes, je veux dire, à petite échelle. Voilà. Donc, les phénomènes d'électrisation, tout dépend. Les phénomènes d'électrisation peuvent être à petite échelle pour autant qu'on ait du frottement, mais à grande échelle si c'est produit par, je veux dire, des générateurs qui vont électriser, je veux dire, une charge, qui vont électrifier une charge extérieure. Et donc, toute personne qui va, je veux dire, se mettre en travers de ces charges-là, par contact, risque d'être électrisée. Donc, moi je vais expliquer les phénomènes d'électrisation à petite échelle, c'est-à-dire ceux qui sont vus par, par des frottements de divers matériaux. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il existe différents matériaux qui mettent en relief donc l'apparition de forces
électrostatiques qui sont de nature soit attractive ou répulsive et qui s'exercent entre certains corps, frottés l'un sur l'autre. On est toujours dans le frottement et on retrouve le verre, hein, les bonnettes, on retrouve euh, le nylon, la soie, l'ambre, bien sûr, comme on en a parlé, la paille, brindille de paille, euh, le plexiglas, euh, plexiglas, la laine, divers plastiques, hein, voilà, des morceaux de drap. Enfin, le morceau de drap, lui, il va servir au frottement, hein, vous l'aurez compris. Hein. Le morceau de drap, il va servir au frottement. La laine aussi servira au frottement. Voilà. On a dit aussi, par exemple, les cheveux. Les cheveux. Voilà, il y a beaucoup de matériaux. Oui, le sureau. Le sureau. Voilà. Alors, ici, quels sont les outils pour voir l'influence, bon, les outils de laboratoire, ou les ustensiles, les outils de laboratoire pour voir ces phénomènes euh, de, comment on appelle ça, d'électrisation. En fait, il existe la boule suspendue, attachée comme ceci, qu'on appelle le pendule électrique. Pendule électrique. Et alors on vient frotter, hein, par exemple c'est du sureau par exemple, et on vient le frotter, on obtient un type de charge soit positif soit négatif. Bon, on a le pendule électrique et on a bien sûr l'électroscope. On a un plateau avec deux feuilles d'or très minces qui sont mesurées en micromètres et qui s'écartent en cas de répulsion, qui s'attirent en cas d'attraction. Bien sûr, le tout est renfermé dans une bouteille. En verre, hein, renfermé dans une bouteille en verre. Hein. Ça, c'est de l'or. Hein. C'est de l'or. Voilà, ça, c'est le plateau. Et là, on retrouve du verre, plus, on va dire, un grillage métallique. Voilà, ça, c'est pour voir les phénomènes. Je veux dire, j'en parlerai par après, les phénomènes d'électrisation. Enfin, pour voir les phénomènes entreaperçus lors de frottements ou de boules de pendules électrisées. De toute façon, je vais vous montrer un exemple après. Alors, il faut savoir que en fait, il y a un personnage, donc un monsieur américain, qui est né en 1706, qui est décédé en 1790. Hein, comment je sais ça? Parce qu'en fait, là, ici, il faut retourner le 6, ici, le mettre ici, on a 9, là, on remet le 0. Et en fait, il est né un 17 janvier, je crois, et il est mort un 17 avril, qui est monsieur, vous l'aurez compris, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, qui est, comment on appelle ça, un homme, je veux dire, politicien, écrivain, essayiste, journaliste. En fait, il est passé par tous les métiers. Voilà, qui fait qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'il était, mais en fait, c'était un grand bonhomme, parce qu'en fait, il était politicien, etc., etc. Enfin, il avait beaucoup de cordes à son arc, et scientifique aussi. Et il a mis au, son nom en créant, je veux dire, le paratonnerre. Le paratonnerre, en jouant, bien sûr, avec un cerf-volant. Un cerf-volant, donc il a été défié la nature, c'est-à-dire, hein, il a mis un cerf-volant
bien sûr, avec une corde mouillée, elle était mouillée cette corde, et en fait, à partir de là, bon, il a mis un petit enfant qui était de sa famille, et lui, il tenait ici le cerf-volant, et en fait, ils ont, via un nuage, bien sûr, dans les nuages, il y a des phénomènes d'électrisation hein, avec le sol. Hein, c'est pas, je ne vais pas faire un cours de météorologie ni sur les nuages, sur les éclairs, mais on sait bien qu'il y a des charges positives et négatives qui se trimballent dire, dans le nuage et sur le sol, et qui font que, bon, lui, il a voulu mettre justement Benjamin Franklin mettre je veux dire, comment on appelle ça, en- mettre en évidence le phénomène de charge électrique. De charge électrique. Voilà. Phénomène de charge électrique, et que les nuages étaient constitués de, je veux dire, de charge électrique, et qu'il pouvait mettre en évidence aussi. Et grâce à ça, il a inventé le fameux paratonnerre qu'il a installé dans les, hein, sur le toit des églises en général. Euh, voilà. Et donc, il a pris d'énormes risques pour faire ce, ce test. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà Richman, un monsieur qui s'appelle Richman, qui est passé avant lui, qui a essayé de faire comme lui, mais en fait, qui a été tué. Qui a été tué. Donc, en fait, il a échappé belle, mais en fait, il a mis les phénomènes d'électrisation, je veux dire, euh, il a mis en relief les phénomènes d'électrisation, et voilà. Alors, il faut savoir qu'il fut un temps avant, Benjamin Franklin, je crois qu'il c'était en 1746, il a fait ses mémoires en 1750. J'en sais pas plus, ses mémoires scientifiques concernant le paratonnerre. Mais qu'avant ça, il existait donc deux types d'électricité qu'on appelait l'électricité vitreuse et l'électricité résineuse. Voilà, c'est les deux types d'électricité. Et puis, on les a appelés par après arbitrairement l'électricité positive et l'électricité négative. Voilà. Donc, c'est à partir de Benjamin Franklin qu'on a décidé d'appeler, de distinguer, de faire un distinguo entre l'électricité vitreuse et l'électricité résineuse. Hein, on appelait ça l'électricité arbitrairement, l'électricité positive et l'électricité négative, et que chacune d'elles avait un effet sur l'autre. Voilà. Ça, c'est pour l'électricité donc que l'on retrouve. Donc l'électrisation est constituée de charges électriques, soit positives ou négatives. Bon, avant de faire deux expériences fondamentales, euh, je vais voir tout d'abord les différents types que j'ai expliqués, donc de types d'électrisation. Bon, au niveau du frottement, supposons que je mette un pendule, je le mette en contact. Tout d'abord, je mets. Oui, enfin, bref. Je voudrais bien voir l'électrisation par contact aussi. Bon, je parlais de l'électrisation par contact. Bon, par frottement. Tout d'abord, par frottement, on vient frotter ici, hein, avec de la laine, avec de la soie, du nylon, etc. La boule, par exemple, une boule de sureau. Voilà. On la frotte. On fait des mouvements mécaniques de frottement. Et donc là, elle veut se charger. Cette boule-là va se charger. Voilà. En fonction de la matière, on aura soit du plus ou du moins. Ce qu'on va avoir ici, on va avoir soit du plus ou du moins. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre aussi une boule en polystyrène, par exemple. Voilà. Alors, si je la frotte, en fonction de la matière que je vais avoir soit du plus, voilà, ou soit du moins. Si je le frotte, j'aurai soit du plus, soit du moins en fonction, bien sûr, du matériau en présence. Hein.
C'est le matériau qui va faire en sorte qu'on a soit du plus, soit du moins. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que... ça, c'est pour le frottement. Maintenant, je vais voir l'électrisation par contact. Par contact. Voilà. Par contact, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, un électroscope en présence. Avec la bouteille de verre, avec le grillage métallique, le plateau, et les deux feuilles, ici les deux feuilles d'or. Bon, si je mets la boule ici qui est neutre, il n'y a pas de charge ni positif ni négatif, sur le plateau, il n'y a aucun transfert de charge là. Donc il ne se passe rien. Par contre, si je frotte celui-ci, et que la matière fait en sorte qu'on a du plus, fatalement, il y aura un transfert de charge plus. Et là, on aura les plaques d'or qui vont se répulser, se repousser, elles vont se repousser. Et donc, on va avoir un espèce de V ici. Voilà. Maintenant, le contraire maintenant. Supposons que je mette toujours un neutre. Je frotte celui-ci. Je fais une électrisation par frottement. Mais cette fois-ci, je mets un matériau de telle manière à obtenir des charges négatives. Eh bien, si je mets le plateau en contact avec la boule, les charges négatives vont aller tout le long de la tige pour, en fin de compte, aller sur les deux lamelles d'or, et les deux lamelles vont se repousser. Pourquoi? Parce qu'elles sont de même charge. Voilà. Donc elles sont de même charge, donc elles vont se repousser. Donc on voit l'effet, grâce à l'électroscope, on voit l'effet, je veux dire, si la boule est électrisée ou pas. Voilà, si électrisée ou pas. Donc on ne sait pas dire si elle est plus ou moins dans un premier temps, mais on voit qu'elle est électrisée grâce à l'électroscope. Voilà, ça c'est la première constatation qu'on peut faire. Et là, on l'a frotté, on a fait une électrisation par frottement, c'est-à-dire par triboélectricité, et après on la met en contact avec comment on appelle ça? L'électroscope. Bon, maintenant, notre expérience qu'on peut faire, je prends une boule A et une boule B. La boule A, je vais l'électriser par frottement, par triboélectricité. J'obtiens par exemple, si, en fonction de la matière, supposons qu'on ait de plus. Voilà. Je mets ici au niveau de l'électroscope, je mets le plateau, l'électroscope va faire ceci. Voilà. Bien sûr, vous l'aurez compris parce que c'est des charges positives comme on vient de voir. Sur celui-ci, sur la boule B, sur le pendule électrique B, si je mets l'électroscope ici, ben, on n'aura pas d'écartement. Parce qu'en fait, la boule B est neutre. Voilà. Et maintenant, si je mets la boule B en contact avec la A, la B était neutre. La B était neutre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on a maintenant du plus. Comment on sait-on qu'on a du plus? Mais c'est non. Comment je le sais? Ben, parce que je vais mettre la boule B. Je vais retirer le contact de la A. Je vais mettre un électroscope en contact avec la boule B. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une ouverture comme ceci, de l'électroscope. Bien sûr, on est toujours avec la bouteille. Hein. Bon, je ne dessine pas la bouteille. Vous comprendrez que c'est dans une bouteille métallique. Je ne dessine que la tige et les deux feuilles d'or. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, les charges positives vont migrer. Voilà. Et il va y avoir une répulsion de ces deux feuilles d'or qui sont très fines. Hein. C'est des feuilles d'or très fines. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on va dire que la boule A a contaminé en fait la boule B. En fait, il y a bien eu une électrisation de la boule B par contact
avec la A. Maintenant, si on avait eu du moins, ben, si la B était neutre et que je la touche avec le A, ben, on aura du moins. Tout dépend. Si le contact se fait avec une boule qui est positive, la boule neutre deviendra positive. Si on touche la boule neutre avec une boule négative, ben, la boule neutre qui était neutre deviendra négative. Tout dépend du type de contact, avec quel type de boule qu'on a, si elle est positive ou négative. Voilà. Bon, alors maintenant, avant d'aller un peu plus loin dans les détails, on va voir. Bon, l'électricité par influence, c'est quand il n'y a pas de toucher, c'est quand on ne touche pas. C'est que dans le pourtour, on a des charges et la boule va être influencée sans contact. Elle va être influencée sans contact. Voilà, ça, elle va être électrisée par influence, sans contact. Voilà. Donc il existe aussi l'électrisation par influence. Il existe aussi le phénomène de pyroélectricité qu'on retrouve dans l'effet Peltier. C'est-à-dire qu'on va chauffer une lame, par exemple, qui est une lame de... Enfin, il existe différents types de nature de lame. Par exemple, si je prends un cristal de tourmaline, voilà. Je prends un cristal de tourmaline, à ce moment-là, on aura l'effet Peltier qui va apparaître, une différence de potentiel, des charges aussi bien, plus que moins. Mais pour ça, il faut chauffer, bien sûr, la matière pour avoir l'effet Peltier avec deux branches. Il faut deux branches. Hein. Deux branches, une qui va donner du positif et une qui va donner du négatif. Mais l'effet Peltier, ça peut être aussi avec deux matériaux différents. Deux matériaux différents. En présence. Et donc ça peut avoir de plus et de moins. Mais ici, ici c'est avec uniquement du cristal de tourmaline, on fait chauffer, on a l'effet pyroélectrique. L'effet pyroélectrique, on a l'apparition de charges électriques grâce à l'énergie calorifique. Ça c'est l'effet pyroélectrique. Donc l'apparition de charges électriques par chauffage. Sachez qu'il existe aussi l'apparition de charges électriques par, comment on appelle ça, par contrainte mécanique, c'est-à-dire soit de traction ou de effet de traction, ou de compression ou de traction. Soit on tire, soit... Bon, on trouve ça dans les capteurs de force, traction, compression, et donc apparition, et bien sûr on met un cristal de quartz, une lame avec un cristal de quartz, et là quand on a la compression, traction, compression, qu'est-ce qu'il y a? En fait, on a l'apparition de charge électrique, c'est l'effet piézoélectrique, Voilà. Et l'effet piézoélectrique, on retrouve ça bon, en électroacoustique, hein, sur les têtes de lecture, dans les microphones, etc. etc. Voilà. Et alors, l'effet piézoélectrique, on peut en faire des capteurs aussi. Hein. Capteurs piézoélectriques, c'est-à-dire, bon, avec une contrainte mécanique, ben, on va amplifier cette. Comme on a l'apparition de charge électrique, on va l'amplifier, hein, on va amplifier ça, et on va attaquer par un ampli opérationnel qui va permettre, par exemple, par rapport à un seuil de tension donné, ben, je veux dire, d'agir, d'avoir une action. Voilà. De faire une action par rapport à un seuil. C'est un cas de figure, un cas d'exemple où on peut faire des mesures de contrainte par rapport, je veux dire, à un seuil de charge bien prélevé, bien sûr, qui est amplifié, parce que c'est des petites charges de rien du tout. Hein. Donc il faut mettre un amplificateur, un amplificateur opérationnel qu'on appelle AOP, amplificateur opérationnel, qui va amplifier, bien sûr, les petites charges qu'on a pour avoir une meilleure lecture de courant. Meilleure lecture de courant pour avoir un courant plus important et avoir, qu'on sache travailler avec ce courant-là. Voilà. Et bon, et bien sûr, faire interagir ce courant, soit par une unité hein, de lecture pour mesurer le courant, ou une unité d'action qui va agir, comme je l'ai dit, avec un autre ampli, des autres amplis opérationnels qui vont faire des calculs ou
ou agir en quatre feuilles. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut avec, à partir d'un capteur piézoélectrique, en fonction du besoin, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est on va dire, c'est les différents cas de figure d'électrisation, de petite électrisation, hein, en présence. Bon, maintenant, on va s'atteler, je veux dire, à deux expériences très importantes qui vont nous faire comprendre dans les détails, je veux dire, un petit peu ce qui se passe en gros avec les phénomènes d'électrisation. Bon, maintenant, si je prends une boule de sureau comme on a fait tout à l'heure, soit de sureau ou de polystyrène, et on va le suspendre donc à un fil. Cette fois-ci, on va mettre un socle. Hein. Nous, on va plus prendre comment est-ce qu'on appelle ça, le pendule, comment est-ce qu'on appelle ça, électrique, mais on va cette fois-ci mettre, voilà, on va suspendre un fil, une boule de sureau, hein, un socle qui va maintenir le fil fixe. Voilà. Bon, et ensuite on va rapprocher une tige de verre ou d'ambre après l'avoir frotté préalablement. Et donc, si je peux mettre soit du verre. Voilà. Je peux mettre approcher. Euh, donc, je mets du verre. Préalablement, je vais dire frotter, donc il contient une électrisation plus ou moins. Plus ou moins. Je vais vous dire tout de suite que le verre, il va donner du plus. Voilà. Le verre va donner du plus. Voilà. Bon, maintenant, si j'avais mis de l'ambre, je mets de l'ambre. Il faut savoir que l'ambre va donner, si je le frotte, il va donner des charges négatives. Ça, c'est pour l'ambre. Alors, si j'approche, comment est-ce qu'on appelle ça, du verre frotté, ou de l'ambre frottée, eh bien, que les deux tiges d'ambre ou de verre vont attirer la boule. Voilà, ils vont tous les deux attirer la boule. Que ce soit le verre ou l'ambre. Voilà, donc on aura, elle va être attirée par la boule. Bon, maintenant, si on fait l'expérience suivante, je mets le verre qui est, on l'a dit, et l'ambre. Le verre, on a dit qu'il était positif. Et l'ambre négatif. Si je les mets, rapproche tous les deux ensemble vis-à-vis de la boule, il n'y a plus rien qui se passe. La boule n'est plus attirée. Donc, il n'y a plus d'effet de contact. Voilà. Et pourtant, on a frotté le verre, il y a du plus. On a frotté l'ambre, il y a du moins. Alors, en fait, on peut dire que tout se passe comme si chacune des tiges, hein, soit le verre ou l'ambre, était depuis son frottement porteuse d'électricité, mais que celle-ci pouvait se manifester en deux états. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a mis du plus, elle a tiré. Quand on a mis le moins, elle a tiré. Mais quand on met le plus et moins, il n'y a plus rien qui se passe. Donc en fait, c'est comme s'il y avait euh, quelque chose qui se contrecarrait entre eux. Qui se contrecarrait. C'est-à-dire qui annulait les effets. L'un annule l'effet de l'autre. Donc il se contrecarre, ça veut dire qu'il y a deux types d'électricité. Voilà comment on définit qu'il y a deux types d'électricité. Et donc, auparavant, on avait défini ces électricités vitreuses, avant Benjamin Franklin, de vitreuses et de résineuses, je crois. De vitreuses et de résineuses. Et par après, on les a qualifiées d'électricité positive et de négative, avec l'expérience de Benjamin Franklin et de son cerf-volant. Alors,
Alors, l'électricité positive, bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'électricité contenue dans ce cas-ci, dans le verre, frottée par exemple avec de la soie. Avec de la soie. Et celle négative ici, c'est l'ambre frottée par exemple, frottée avec de la fourrure. Mais j'aurais pu prendre du plastique à la place de l'ambre, toujours frotter avec de la fourrure. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'expérience numéro 1 qui nous permet de définir qu'on a bien deux types d'électricité, une positive et une négative. Voilà. L'expérience 2, vous l'aurez compris ce que c'est. Donc l'expérience 2, c'est la définition de deux types d'électricité. Expérience 2. Alors, la 2, qu'est-ce qu'elle dit? Prenons maintenant, cette fois-ci non plus une boule. Prenons cette fois-ci non pas une boule, mais deux boules. Voilà, comme ceci. Donc elles sont neutres, il n'y a rien qui se passe. Comment sait-on qu'elles sont neutres? Ben, on les met en contact avec un électroscope et on peut vérifier qu'elles sont toutes les deux neutres. Donc il y a la boule A et la boule B. Alors, ici on va approcher de l'ambre. Bon, l'ambre étant négatif. Là, on va rapprocher du verre, le verre étant positif. Donc, autant dire que celle-ci va se charger par contact. Donc, celle-ci, elle est frottée. Hein. Par contre, ici, c'est par contact. Elle va se charger positivement, et là, négativement. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir apparaître dans ces cas-là? Que les deux boules vont s'attirer. Donc, voilà. Bon, maintenant, on fait la même expérience. Donc, on a mis du plus et du moins. Mais ça s'attire. On a mis, si on fait l'expérience inverse, moins plus, ça s'attire aussi. Il n'y a rien qui change. Maintenant, prenons là, elles sont neutres. A, B. Prenons, on a pris du verre et de l'ambre. Prenons du verre et du verre. Le verre, c'est positif. C'est arbitraire. Hein. Le fait de dire que c'est positif et l'autre négatif, c'est arbitraire. Hein. J'aurais pu dire que lui il est négatif et l'autre est positif. Tout ça, c'est arbitraire. On a choisi le verre qui est positif. Mais par après, on va définir ce que c'est que le positif et le négatif. Mais dans un premier temps, on va dire qu'on sait qu'il y a deux types d'électricité. Hein. On ne sait pas définir ce qui est négatif, positif, mais on va le définir par après. Sachez que le vert est positif et l'ambre il est négatif. Bon, là, qu'est-ce qu'on remarque? Plus, si on met du vert, ben, que les deux boules vont se charger par contact. Elles vont être positives ici. Bien sûr, j'enlève le vert, hein, vous l'avez compris. Et positives comme ceci. Donc, elles vont se repousser. Donc, on a des forces d'attraction, des forces de répulsion. Donc, plus, ça se répulse. Et maintenant, vous aurez compris que si on fait la même expérience avec toujours deux boules, neutres au départ, je mets avec de l'ambre cette fois-ci, de l'ambre négatif. Là, on aura du moins. Là, on aura du moins. Et qu'est-ce qui va se passer? J'enlève l'ambre. Il n'y a plus d'ambre. Hop. Plus de contact. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Des forces de répulsion. Autant dire que de cette expérience-là, que on va dire que le plus crée des forces de répulsion. Le moins crée des forces de répulsion. Plus moins des forces d'attraction. Et plus moins des forces d'attraction. Voilà. Autant dire que on peut définir ça comme ça. Deux charges contraires s'attirent. Les contraires s'attirent, mais que les charges identiques de même type, les charges de même type, se repoussent. Voilà.
Donc les contraires s'attirent. Et voilà. Bon, on aurait pu faire cette expérience autrement, hein. Toujours avec le pendule électrostatique. Hein, je le frotte, hein, avec un matériau. Je frotte un matériau, je le mets en contact avec la boule. Supposons que c'est un matériau qui va donner du plus en contact avec la boule. Eh bien, si je mets de la soie, je, je, je mets un matériau qui est frotté avec de la soie et qui, supposons qu'il est positif, hein, si, ici je peux mettre un fil de soie, et ici je mets un matériau qui est frotté et qui donne par exemple du positif. Ben, là, on va voir les interactions que je viens d'expliquer, hein. Plus par plus vont se repousser. Si je mets du moins là en contact avec la boule qui devient moins, je mets du moins, bon, c'est la même règle, mais ici c'est avec des outils différents. C'est avec un pendule électrique ici. Et avec une tige, je veux dire, voilà. Voilà, ici, dans ce cas-ci, j'aurais pu mettre un bâton de verre frotté, hein. Voilà. Du verre frotté et un pendule qui donne avec un fil de soie qui donne du positif. Voilà. Bah, de toute façon, l'expérience est la même que l'expérience numéro 2, si ce n'est que les matériaux utilisés sont différents. Donc, autant dire qu'il y a deux types de charges, hein, qu'on a dénommées arbitrairement positives et négatives. Alors, qu'est-ce qu'on a dénommé les charges négatives? Les charges négatives, c'est quand on avait un excès d'électrons. Un excès d'électrons signifie que le matériau est chargé négativement. Et que si on avait un défaut d'électrons, à ce moment-là, le matériau est chargé, on va dire, positivement. Bon, cette expérience nous fait remarquer pas mal de choses. Tout d'abord qu'on a des forces qui vont être créées, des forces de répulsion, des forces d'attraction, au travers d'une électrisation. Donc, qui dit électrisation, et bien sûr, on peut avoir soit des phénomènes locaux, hein, un phénomène local ou à distance. Bon, bien sûr pas à grande distance, hein, à très courte distance, vous l'aurez compris, il ne faut pas mettre les boules trop éloignées, sinon il n'y a aucune interaction, c'est des petites forces. Donc on a expliqué, ce sont des petites charges, donc des petites forces, donc il ne faut pas qu'il y ait une très grande distance, parce qu'on ne verra pas l'attraction ou la répulsion, fatalement. Il faut, je dirais, arriver à une certaine distance assez proche pour que les forces puissent agir, sinon on ne verra pas. Qui dit électrisation, hein, dit phénomène de force électrique ou force électrostatique. Voilà, force électrostatique. Voilà, force électrostatique. Voilà. Et on a des phénomènes qui agissent à distance et qui permettent de déplacer, bien sûr, vous le remarquez, bon, les boules se déplacent d'un corps à l'autre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi qui se déplace? On sait bien tout d'abord que la matière est constituée de... Je parle de la matière non ionisée, hein. La matière tout court est composée de noyaux, et dans le noyau, il est composé de protons qui sont dits positifs, de neutrons neutres, et d'électrons qui gravitent autour du noyau. Et donc, que ces électrons sont des charges négatives, et ces protons sont des charges positives. On sait bien que bon, le noyau est massique, hein, possède une certaine masse, et donc est inerte. Donc ce qui va se déplacer, c'est ce qui est plus petit. Qu'est-ce qui est plus petit ici? Ce sont les électrons qui vont se déplacer. Voilà. Donc dans ce cas-ci, ce sont les charges négatives qui se déplacent, alors que les protons sont maintenus, je veux dire, fixes dans le noyau. Voilà, parce qu'ils sont inertes.
La matière inerte est dans le noyau, voilà, et la somme des charges positives et la somme des charges négatives, il y a autant de protons que d'électrons. C'est pour ça que globalement, la matière constituée de molécules est neutre. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas des matières ionisées, hein, parce que fatalement des matières ionisées c'est tout à fait différent. Il y a l'apparition de charges, mais ça, bon, voilà, ça c'est autre chose. Bon, ce que je disais, si on suspend par exemple les deux boules qu'on a vu comme expérience tout à l'heure à une balance, même super précise, hein, ce qui nous pourrait mesurer, je veux dire, la moindre détail de changement de masse, eh bien, à ce moment-là, on pourrait dire qu'on serait incapable de détecter la moindre variation de poids entre le début de l'expérience et le moment où elles sont électrisées. Euh, voilà. Ça veut dire qu'il n'y a, pas de perte de quoi que ce soit. Donc en fait, c'est tout simplement, on va dire, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est un invariant, qui sont les charges. Les charges, elles étaient là, elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas gagnées. En fait, il y a juste eu un transfert de charge. Il y a eu un transfert de charge. Voilà. Voilà. Donc, il y a eu un transfert de charge, soit par influence, par contact, qui fait que les charges passent d'un niveau à l'autre. Et ce sont les charges qui sont mobiles, les charges négatives, les électrons. Les électrons qui sont mobiles. Alors, on explique l'ensemble des effets d'électricité statique par l'existence au sein de la matière de particules portant une charge, vous l'aurez compris, électrique Q, positive ou négative et libre de se déplacer. Et c'est Robert Milcan hein, qui a vérifié pour la première fois en 1900, je crois que c'est en 1909, grâce à son expérience mettant en jeu des gouttes d'huile, hein, le fait que toute charge électrique Q est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle existe seulement sous forme de multiple d'une charge élémentaire indivisible qui est la charge Q est égale à n fois la charge de l'électron. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la particule la plus petite charge possible, l'unité de base de la charge électrique qui est la charge de l'électron. Voilà, qui vaut moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. J'ai mis moins parce que l'électron est négatif. Hein. Le proton, c'est la même chose, mais bon, ça sera du plus. Voilà. Donc ça, c'est la plus petite charge électrique qui puisse exister. Et donc, une quantité de charge électrique Q est n fois la charge de l'électron. Donc, Q, c'est n fois la charge de l'électron. Ça peut être... voilà. Il faut savoir que dans le système international, l'unité de charge électrique, vous savez très bien que c'est le coulomb. D'ailleurs, on verra la loi de Coulomb. On verra la loi de Coulomb par après. Donc, et les phénomènes justement d'électricité statique mettent en jeu justement ce qu'on appelle des nanocoulombs, ou voire même ce qu'on appelle des microcoulombs. Autant dire que c'est très petit. C'est très très petit. On peut rencontrer des charges de l'ordre du coulomb. Hein. Et ça, on retrouve les coulombs en électrocinétique. Parce qu'on commence déjà, vous voyez, le domaine commence à s'amplifier. Quand on parle de coulomb, on est déjà dans le grand. Parce que généralement, les petites charges visibles dans les effets d'électrisation à basse échelle sont très petites. Alors que bon, si on commence à atteindre de Coulomb, là on commence à être dans l'ordre de l'électrocinétique. Donc la charge électrique élémentaire, tout qui est l'électron, vous constaterez que c'est un invariant. On ne peut ni la détruire, ni l'engendrer. C'est ça, quel que soit, on va dire, le type de référentiel. C'est ce qu'on décrit, bon je vous parlais trop loin pour ça, mais c'est ce qu'on décrit dans la notion d'invariance relativiste de la charge électrique.
Voilà, donc ici j'ai expliqué, bon, en gros, euh, j'ai expliqué donc pas mal de choses, que l'électricité se fait, je veux dire, au niveau de charges de très petite quantité, qu'il y avait deux types d'électricité, hein, la positive, la négative, qui a des effets de force euh, qui sont engendrés quand on a présence de charges électrostatiques, et donc on a des forces électrostatiques, soit de répulsion, soit d'attraction en fonction du type de charge en présence. Et qu'on a vu deux types d'expériences, une qui permettait de définir qu'on avait l'apparition de deux types de charges différentes, qu'on a appelé arbitrairement des plus et des moins, et que, je veux dire, bon, l'expérience numéro 2 était soit des répulsions, soit des attractions en fonction de la mise en présence du type de charge. Voilà. Et que le type de charge, bien sûr, dépendait du matériau. Si c'était du verre, de la laine, les bonnets, de la soie, patati tralali tralala. Et que ces constats de phénomènes ont été rapportés depuis, je veux dire, l'Antiquité, notamment un des premiers était Thalès du Milet aux alentours de 600, qui avait observé l'attraction de brindilles de paille et de nombreux jaunes frottés. Voilà, et donc il existe pas mal de matériaux qui pouvaient qui pouvaient faire apparaître des charges au travers de frottements. Et bien sûr, j'ai expliqué qu'il y avait le sureau, le polystyrène, le verre, je veux dire, qu'est-ce qui pouvait intervenir dans les frottements avec la laine, le papier, le plastique, les bonnets, la soie, je veux dire, l'ambre, le plexiglas, le polystyrène, bon, tralali, tralala. Bon, il y a pas mal de matériaux qui pouvaient donner un phénomène d'électrisation à très basse échelle. Très basse échelle. Voilà. Et donc, ayant expliqué que bon, on pouvait voir apparaître ces phénomènes grâce à l'électroscope. Un électroscope bon, qui pouvait déceler, je veux dire, mettre en relief la, la présence de phénomènes d'électrisation, des phénomènes électrostatiques de très basse échelle. Mais que les charges pouvaient être créées de différentes manières, hein, par des phénomènes de chaleur pyroélectrique, phénomènes de force mécanique telles que les tractions-compression. Et donc on a là le phénomène piézoélectrique, par les phénomènes de frottement, les phénomènes de, comment on appelle ça, de contact, et sans contact, c'est-à-dire d'influence, par une influence, je veux dire, sans la toucher, peut-être, je veux dire, chargée. Voilà, soit on touche, soit on touche pas. Non, on va dire ça comme ça. Voilà, et donc tous ces phénomènes-là ont été, je veux dire, ont été confirmés par l'existence de charges électriques. Et on sait aujourd'hui que les électrons gravitent autour du noyau sont des charges électriques élémentaires négatives, tandis que le noyau possède une structure complexe, composée de protons, de véritables charges positives et de neutrons, particules électrons neutres. Et voilà, et que la charge positive du noyau est égale à la charge absolue à celle des électrons qui gravitent autour de lui. La matière est, on va dire, globalement et électriquement neutre. La matière, j'ai bien dit la matière, non ionisé. Voilà, donc ceci étant dit, on a vu les phénomènes d'électrisation pouvant faire intervenir la notion de charge électrique, et donc maintenant on va voir comment cette nature de charge électrique va engendrer des forces, et je veux dire quel type de force est, quelle est sa nature, comment elle est représentée au niveau mathématique, niveau scientifique, enfin, au niveau formule, comment elle est représentable au niveau formule. Voilà. Retenez donc que la charge électrique est en coulomb et que les phénomènes d'électrisation, c'est des nanocoulomb et des microcoulomb. Je vous remercie.